Un impôt de 2% sur la fortune des milliardaires, l'idée semble simple, mais elle met littéralement le feu au débat public en France. C'est ce qu'on appelle la taxe Zuckman, et cette proposition soulève une question de fond sur ce qu'est une fiscalité juste, et ça pourrait bien changer les règles du jeu. Au fond, tout tourne autour de cette question. Est-ce qu'on doit imposer uniquement les revenus, c'est-à-dire le flux d'argent qui rentre chaque année, ou est-ce qu'il faut aussi taxer le patrimoine, le stock de richesses qui a été accumulé au fil du temps? C'est ce changement total de perspective qui est au cœur du projet. Alors, pour bien comprendre pourquoi cette idée déchaîne autant les passions, il faut d'abord regarder d'un peu plus près comment elle fonctionnerait. C'est quoi au juste la taxe Zuckman? Le principe, en fait, c'est celui d'un impôt plancher. L'idée, c'est de garantir que les plus grandes fortunes payent au minimum l'équivalent de 2% de leur patrimoine total en impôts chaque année. Et là, on ne parle plus seulement de taxer les revenus, le fameux flux, mais bien le patrimoine, le stock. C'est une vraie rupture avec la logique fiscale qu'on connaît. 2%. Voilà le chiffre clair à retenir. Mais attention, ce n'est pas un nouvel impôt qui viendrait s'ajouter à tout le reste. Non. C'est un seuil minimum. L'objectif, il est simple. S'assurer que l'addition de tous les impôts déjà payés par ces grandes fortunes atteigne au moins ces fameux 2% de leur patrimoine. D'accord, la théorie est posée. Mais en pratique, comment ça se passe? Le calcul est en fait assez simple. Et pour bien le saisir, le mieux, c'est encore de prendre un exemple très concret. Voilà comment fonctionne ce qu'on appelle l'impôt différentiel. Prenez un patrimoine de 100 millions d'euros. Le plancher fiscal de 2% représente donc 2 millions. Si ce ménage paie déjà 1 million d'euros via différents impôts, eh bien, il lui resterait à payer la différence pour atteindre ce seuil, soit 1 million de plus. C'est une sorte de remise à niveau fiscale, si on veut. Et c'est là qu'on touche au cœur du réacteur, au point le plus sensible de la controverse. Imaginez un peu le cas d'un fondateur de start-up. Son entreprise est peut-être valorisée à 600 millions, ce qui fait que sa participation personnelle vaut 150 millions d'euros. Pourtant, il se verse un salaire modeste de 2 500 euros par mois. Eh bien, avec cette taxe, il devrait quand même payer 3 millions d'euros. Ça pose une question énorme sur l'imposition de ce qu'on appelle l'outil de travail et des gains qui, pour l'instant, ne sont que sur le papier. Un point super important à souligner, cette mesure est ultra ciblée. On ne parle pas ici de la classe moyenne, ni même de la majorité des millionnaires. Non, on parle de moins de 1800 foyers fiscaux en France. C'est vraiment le sommet absolu de la pyramide du patrimoine. Mais alors, cette idée, est-ce que c'est une spécificité bien de chez nous ou est-ce que ça s'inscrit dans un mouvement plus large? Allons voir un peu ce qui se fait chez nos voisins et dans le reste du monde. On voit bien que l'idée d'un impôt sur la fortune, ce n'est pas du tout une nouveauté en Europe. La Norvège, la Suisse ou l'Espagne en ont déjà. Mais ce qui saute aux yeux, c'est que la proposition Zuckman, elle, est vraiment différente. À la fois par son taux et surtout par ce mécanisme unique de plancher à 2%. En résumé, les différences sont assez nettes. Ailleurs, les taux sont souvent plus faibles et les seuils d'application bien plus bas, ce qui fait que ça concerne beaucoup plus de monde. Mais ce système de plancher minimum, c'est une véritable innovation. D'ailleurs, il faut noter que l'idée commence à faire son chemin, puisqu'un débat similaire sur une taxe à 2% est aussi en cours au Royaume-Uni. On entre maintenant dans l'arène du débat. Car derrière les chiffres et les mécanismes, cette proposition oppose deux visions radicalement différentes de l'économie et de la société. Explorons un peu les arguments des deux camps. Du côté des partisans, l'argument numéro 1, l'argument massu, c'est celui de la justice fiscale. Le constat de départ est simple. Alors qu'un contribuable moyen voit près de la moitié de ses revenus partir en impôts et prélèvements, les plus grandes fortunes auraient un taux d'imposition effectif bien plus bas, autour de 27%. Cet impôt viserait donc à rétablir un certain équilibre. En face, la principale crainte est économique. Les opposants alertent sur le danger pour l'outil de travail. Pour payer l'impôt, des entrepreneurs pourraient être contraints de vendre des parts de leur entreprise. C'est le choc de deux perspectives. Là où les uns voient un risque marginal de fuite des capitaux, les autres y voient une menace existentielle pour l'attractivité économique du pays. Il faut dire que les enjeux financiers sont colossaux. D'un côté, on a la promesse de 25 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. De l'autre, la crainte d'une perte de 8 milliards à cause de l'exil des fortunes. L'écart immense entre ces deux chiffres montre bien que la bataille se joue aussi sur le terrain des modèles économiques. Mais le combat n'est pas seulement économique, il est aussi juridique, avec un risque bien réel que la taxe soit jugée inconstitutionnelle. Il est méthodologique, parce que les économistes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la façon de calculer ces fameux taux d'imposition. Et puis, il est conceptuel. Est-ce qu'une plus-value sur le papier est vraiment un revenu comme un autre? Alors, face à tous ces arguments qui s'entrechoquent, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que cette proposition a un véritable avenir politique? La première bataille a été perdue pour les partisans de la taxe, elle a été rejetée à l'Assemblée nationale. Mais le parcours législatif continue, avec un passage qui est prévu au Sénat. Et surtout sur le plan politique, le sujet est désormais sur la table et s'annonce comme un thème incontournable de la prochaine présidentielle.
C'est d'ailleurs Gabriel Zucman lui-même, l'économiste qui a popularisé cette idée, qui le dit. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un débat de fond. Pour ses défenseurs, ce premier revers n'est qu'une étape dans une bataille culturelle et politique qui s'annonce beaucoup plus longue. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Est-ce que c'est le chant du cygne d'une proposition jugée trop radicale, ou au contraire, est-ce qu'on assiste au tout premier balbutiement d'une future révolution fiscale? Une chose est sûre, la question de la taxation des ultra-riches ne fait que commencer.